Bonjour à tous, je m'appelle Mégane, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel Sur Place à Emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes et Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Clément, c'est le fondateur de Kimo Donuts. Kimo Donuts, c'est tout simplement une boutique de donuts. Il souhaite proposer des donuts allégés en sucre tout en étant riche en saveurs. Et restez jusqu'au bout car il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer. C'est parti! Bonjour Clément, comment ça va? Bonjour Mégane, ça va très bien et toi? Ouais, super. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir que tu participes à cet épisode du podcast. Tout le plaisir est pour moi. Eh bien, je t'invite à te présenter assez rapidement, comme ça après on détaillera vraiment ce que tu fais, ton entreprise, etc. Donc voilà, je t'en prie. Ok, super. Je m'appelle Clément, j'ai 24 ans. Donc, je suis d'origine asiatique, chinois et cambodgien. Ouais. Et en ce moment, je travaille sur mon projet qui s'appelle Kimo Donut, K-I-M-O Donut. Kimo parce que c'est mon surnom, tout simplement. Et puis Donut parce que c'est une boutique de donuts. Et donc voilà, je travaille dessus depuis le début de l'année, depuis septembre 2020, depuis l'année dernière. Je travaille encore dessus, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça avance. Et puis en ce moment, je suis en train de regarder ce que je peux faire avec mes recettes, en train de les tester. Et justement, voilà, ce que je vais faire prochainement, c'est passer une formation d'hygiène, une formation HACCP, pour pouvoir justement organiser des ateliers où je vais faire gagner des dégustations gratuites. Et ça me permettra en même temps de faire connaître ma marque et en même temps de valider mes recettes. Donc c'est ce qui va venir prochainement. Après, il y a encore plein d'autres choses à faire après, ça c'est sur le moyen terme. Mais sur le court terme, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, voilà, il y a ce qui a déjà été fait, c'est le logo, c'est le site web. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais il y a encore plein de choses à faire. Excellent, c'est vraiment un concept, enfin, c'est un projet que j'adore. De toute façon, dès que ça parle de nourriture, ça me connaît. Donc, vraiment, c'est top. Et ok, donc phase de test, de recettes, tout ça, ouais, c'est vraiment génial. Et sinon, avant vraiment qu'on aille dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton animal totem? Voilà, c'est la petite question habituelle que je pose. Donc je t'écoute. Mais l'animal totem, donc en gros, comme je suis né en 96, c'est le rat. Donc en gros, le rat, un petit peu dans l'astrologie chinoise, c'est un petit peu un animal qui se distingue par son intelligence. Voilà, je dirais pas que je suis forcément intelligent, mais c'est plus rusé, plus malin, Ouais. tu vois. Et donc souvent animé d'un tempérament vif, donc ça c'est vrai. Voilà, le sang chaud un petit peu. Donc le rat est souvent ambitieux et sait faire preuve de rigueur dans ses actions. Et bon, après voilà, il peut être parfois mesquin, bon ça me correspond pas, mais voilà, les autres traits me correspondent. Donc voilà, comme je suis en 96 à peu près, c'est ça mon animal totem du coup. Ah, c'est super sympa cette manière de te décrire, enfin, avec cet animal totem d'astrologie chinoise. J'ai jamais eu encore de personne qui a utilisé ce genre d'animal totem et c'est vraiment super sympa et ouais, ça arrive bien à te décrire, j'imagine en tout cas. Et sinon, donc, pour parler un peu de ton entreprise, de Kimo Donuts, quelle est la genèse de ton projet? Pourquoi tu as décidé de le créer? Comment l'idée t'est venue? Est-ce que tu as toujours été passionné de cuisine? Enfin voilà, juste explique-nous, on est à ton écoute, comment s'est passé tout ça? Par rapport à l'idée d'où ça m'est venu, j'étais en Espagne il y a 2 ans. Il y a 2 ans, avec mes cousins, donc on était une douzaine, mes cousins et mes cousines. Et dans l'avion, j'arrivais pas à dormir, donc j'arrivais jamais à dormir, donc je me suis dit, bon, j'ai réfléchi. De base, moi, je devais faire un projet qui était par rapport à un food truck
dédié à la nourriture cambodgienne, parce que souvent les gens ont une mauvaise image de la cuisine asiatique, enfin, ou alors une image assez cliché, assez générale, des plats qui sont asiatiques, donc je voulais changer ça, notamment avec les recettes de ma mère, qui a des recettes vachement originales et qui aurait pu ouvrir un restaurant. Mais bon, elle ne l'a pas souhaité, elle n'a pas l'énergie. Donc j'ai abandonné ce projet parce que j'ai préféré pivoter parce que voilà, c'était quelque chose de trop, finalement, que les recettes familiales, vaut mieux les garder pour la famille, on va dire. Donc j'ai pivoté, puis je me suis dit, bon, bah. Puis là, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Espagne, j'ai vu des Dunkin' Donuts, donc des franchises de pâtisserie, et nous, en France, on n'en a pas. Et je me dis, bah, c'est pas normal. Je me dis, comment ça se fait que Dunkin' Donuts, la franchise, ne soit pas venue s'installer en France. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai que aux États-Unis, ils n'ont que ça le matin quasiment comme pâtisserie. En France, on est plutôt pain au chocolat, pardon, croissant, etc. Et donc voilà, nous on a plus de choix concrètement. On a des chouquettes, on a plein de trucs, on a des chaussons en pommes, etc. Et donc c'est ce qui fait que le donut finalement n'est pas trop connu encore en France. Et puis je me suis aussi dit que comme c'est un nouveau produit, comme le cheesecake, comme le cookie, comme les muffins, finalement c'est que récemment, il y a que les 5-10 dernières années qu'on a vu ça dans les boulangeries. Et encore, ça représente pas encore beaucoup d'espace dans les boulangeries, à part les boulangeries chics. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas relever ce défi et casser cette barrière culturelle et faire entrer le donut dans la culture française et le démocratiser. Sans remplacer le croissant, c'est juste, voilà, sur une semaine, ne pas manger 7 fois, sur 7 jours, ne pas manger 7 fois des croissants, quoi. Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais pas fait attention, mais c'est qu'il n'y a pas. Enfin, moi, j'en ai jamais vu, en tout cas en France. Après, je suis pas allée partout en France, loin de là, mais qu'il n'y a pas de chaîne de donuts ou quoi, comparé à l'étranger. Et c'est un très bon constat. Et, et franchement, du coup, je comprends vraiment ton idée de relever ce défi d'implanter vraiment les donuts en France. Et c'est vraiment excellent. Mais sinon, toi, t'as toujours aimé cuisiner je sais pas, est-ce que c'était une passion quand t'étais petit ou ça t'est vraiment venu du fait que tu t'es dit, ah bah tiens, il y a un truc à faire là. Bon bah go, je vais me lancer dans la pâtisserie, tu vois. Enfin, dans la pâtisserie, oui, dans la création de donuts. Alors, bah, quand j'étais un peu plus jeune, enfin, j'ai toujours aimé, c'est-à-dire que je faisais déjà des cheesecakes, je faisais aussi des gâteaux au chocolat, des macarons, enfin, j'ai toujours aimé. Après, c'était une passion qui n'avait pas pour but d'être mon métier. Pour moi, c'était juste une passion. D'ailleurs, si ça devait être mon métier, j'aurais fait un CAP ou quoi, en pâtisserie. Mais j'ai toujours gardé ça comme une passion. À faible dose, parce que forcément, faut pas non plus manger sucré tous les jours. C'est une passion qui était occasionnelle finalement, mais après, bah, finalement, ça s'est répercuté sur mon avenir présent. Donc, tout a un lien, on va dire. Ah ouais, quand même, tu cuisinais pas mal. Macarons, cheesecake, franchement, chapeau, hein. C'est vraiment top. Et ouais, donc c'était quand même une passion, mais oui, je comprends le fait que tu dises que ce soit une passion sans vouloir en faire ton métier, et je le comprends totalement. Et au final, bah, tu devais être fait pour faire des donuts, hein, voilà, hein, c'est tout, hein, c'est le destin, hein. Mais après, du coup, l'idée de food truck, donc, ouais, pour Kimo Donuts, tu comptes aussi quand même, enfin, tu comptes garder cette idée de food truck ou pas du tout, tu comptes rester enfin, le faire dans une boutique traditionnelle? Non, non, le projet de food truck a été totalement abandonné. J'ai Ouais. pivoté, donc ça, c'est plus d'actualité. Et pour Kimo Donut, donc bah, j'ai passé ma formation cette semaine d'ailleurs. Ok. Et dans les mois qui suivent, en fait, je vais réserver une dark kitchen. C'est un local, une cuisine professionnelle que tu peux réserver pour à peu près 500 ou 600 euros. Ça dépend des lieux et des horaires, mais c'est à peu près ces tarifs-là. Et je vais essayer d'en prendre une qui est ouverte le week-end, donc dans un arrondissement chic de Paris, Mhm. type Châtelet, etc. Enfin, donc voilà, un arrondissement où beaucoup de gens peuvent venir facilement en transport. Et ça sera dans les semaines qui vont venir. Je vais effectivement louer une cuisine pro.
pour accueillir les gens, pour leur faire goûter tout simplement mes donuts. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a la formation d'hygiène aussi, ouais, ça m'était complètement sorti de la tête. Je pense que tu pourras peut-être nous en parler un petit peu après, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer, dans la restauration, etc. Et donc tu vois, tout ce qui était dark kitchen, bah, en fait, je connaissais pas trop. Et du moins, je savais pas qu'il en existait en France. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que ça te permet de faire un entre-deux entre bah, le fait, voilà, entre cuisiner chez toi et cuisiner directement dans une boutique. Là, ça te fait vraiment un entre-deux qui va te permettre, bah, comme tu dis, de faire tes étapes de dégustation, de te faire connaître au final. Et ça, c'est vraiment super. Et donc, concernant tes donuts, toute la fabrication, etc., comment t'as fait, comment tu t'es pris? Est-ce que t'as foncé comme ça tout seul, tête baissée, tu t'es lancé, t'as pris la farine, l'eau, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faut, et hop, tu t'es dit, bon bah tiens, on va faire une pâte à donuts? Ou alors, ouais, peut-être que t'as eu des conseils de professionnels, des formations. Comment t'as géré toute cette partie-là de recettes au final? Exactement. Bah, après, foncer tout seul, bah, je l'ai fait quand même un peu avant parce que j'aimais bien expérimenter seul. C'est-à-dire que le glaçage au chocolat, je l'ai maîtrisé du premier coup. Bravo. La pâte, par contre, j'avais un peu des problèmes avec la pâte parce qu'en fait, la levure, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'une levure, pour faire la pâte, si il fait un peu trop chaud, il fait un peu trop froid, Ah, ça tue la levure et ta pâte monte pas. d'accord. Donc, je me suis beaucoup entraîné, je me suis beaucoup entraîné pour arriver à faire des pâtes qui arrivent à monter. Ça, je l'ai fait tout seul. Par contre, une fois que j'ai arrivé à faire ça, bah, je me suis pas mal renseigné, puis j'ai réussi à le faire. Et puis après, le pâtissier m'a formé pour plutôt tout ce qui est glaçage fruité, quoi. Ok, trop cool, c'est trop bien. Avec Et, plein de petites techniques qui font la différence au final, quoi. oui, oui, finalement, ouais, j'imagine. Non, mais c'est vraiment top que t'aies quand même réussi à créer tes donuts et vraiment eux-mêmes, voilà, que t'as eu de l'aide de professionnels, c'est vraiment génial, ça a pu t'aider et je trouve ça vraiment super. Ouais, exactement. Tu sais, tout est une question de progrès, hein. Je te fais une confidence. La première fois où j'ai fait des donuts, c'était nul. C'était vraiment nul. C'est-à-dire que c'était plus un pain, un fric, un donut. C'était Ouais. trop, c'était trop sec, c'était pas assez fluffy, c'était pas assez moelleux. Mais ce qui est bien, c'est que dans ma classe d'entrepreneurs, on se challenge mutuellement. S'il y Ouais. a quelque chose qui est vraiment pas bon ou pas, ouais, pas bien, quoi, on se le dit clairement, quoi. Et pareil, on pourrait penser que ma famille, mes cousins, ils sont gentils. Ah non, non, non. S'il y a quelque chose qui va pas, ils vont me le dire, hein. Vaut Donc mieux j'ai, ça. voilà, donc j'ai pu me faire tacler gentiment, mais ça fait partie du jeu et c'est tant mieux. J'ai accepté avec grand bien. Et justement, la deuxième fois, où j'ai fait le test avec mes camarades de classe, bah, il y a un de mes camarades de classe qui m'a dit, mais c'est entre la première fois où tu nous as fait goûter et là maintenant, il y a 2 mondes d'écart en fait. Ah ouais. Donc j'étais vraiment content parce que j'y ai mis beaucoup de mon temps et de mon énergie. J'ai recommencé des dizaines de fois ma pâte pour arriver à une bonne pâte. Le glaçage, pareil, je me suis entraîné. C'était très gratifiant et encore, je suis même pas à mon max. Alors ça me motive encore plus pour faire goûter à encore plus de personnes parce que je veux avoir le maximum d'avis et parce que bah, je veux m'améliorer encore plus. Et au niveau justement, bah, je suppose que tu m'as demandé tout à l'heure, mais je pense que j'ai oublié de répondre. C'était par rapport à ma carte. Alors, je crois pas que j'ai posé la question, mais oui, dans tous les cas, il faut qu'on en parle. Donc, donc vas-y, si tu peux nous en dire plus sur l'élaboration de ta carte et tout ça. Et je me demandais comme ça, mais je suis pas du tout renseignée sur le sujet. Comment ça se passe quand tu as des idées de recettes? Est-ce que c'est possible de les breveter ou pas du tout? C'est vrai que ça, j'en ai aucune idée. Parce que c'est vraiment un domaine très, très précis, tout ce qui est restauration, tout ça. Mais comment ça se passe? Alors, faut savoir que tu ne peux pas breveter de recettes, hein. D'accord. Au niveau du droit, au niveau législatif, tu ne peux pas parce que c'est bon, c'est comme ça. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu ne peux pas. Par contre, tu peux breveter la manière dont tu produis, enfin la manière dont tu fabriques ton produit. C'est-à-dire que, par exemple, Coca-Cola, tout le monde sait les ingrédients, mais Mm. tout le monde ne sait pas comment.
mélanger ces ingrédients pour avoir la recette de Coca-Cola. C'est ça qui fait la différence en vrai, c'est la manière de produire. Ajouter les éléments aux éléments B, mais est-ce que je le fais en premier, est-ce que je le fais en deuxième, est-ce que je le fais après ça ou avant ça? C'est ça qui est le secret en fait, sinon le goût du cola tout le monde connaît. Donc bah moi c'est pareil, c'est-à-dire que pour mes donuts, pardon, ça se jouera au niveau de la pâte. Moi, faut savoir que j'ai une pâte qui a seulement 12% de sucre. Donc, c'est-à-dire que par exemple, dans une pâte où tu as 250 grammes de farine, tu auras 50 grammes de sucre, par exemple. Tu vois, ça représente à peu près 12%. Ça a pour but, en fait, pour moi, de proposer une pâte qui est assez légère. Et en fait, c'est le glaçage au-dessus qui viendra rajouter un petit peu de sucré et de goût un peu plus intense. Parce que on a une image du donut assez fat en France. Parce qu'on a l'image d'un donut américain très sucré, très chargé, avec beaucoup de toppings. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui ne connaissent pas sont assez réticents. Et d'ailleurs, c'est un des défis que je dois relever. Parce que sur les avis négatifs de mes différents concurrents sur Internet, une des remarques qui a été faite assez souvent, c'est trop gras, trop sucré. Donc moi, ayant conscience de ça, j'ai établi ma recette pour contrecarrer ça et satisfaire tout le monde. Et donc, c'est pour ça que ma recette, voilà, il y aura 12% de sucre. Et au-delà de ça, j'essaye aussi de faire des glaçages qui sont assez light, mais qui ont quand même pas mal de goût. C'est-à-dire que j'ai fait un test avec ma classe, par exemple, donc une dizaine d'élèves, et j'avais fait un glaçage au chocolat noir. Mais pourtant, c'était quand même sucré, ça avait quand même du goût. Et il y a un de mes camarades qui est très sportif, pour le coup, qui fait des compètes et qui fait des compétitions de boxe, etc., qui avait goûté, qui m'avait dit, Clément, c'est vraiment trop bien parce que on n'a vraiment pas l'impression de manger quelque chose de lourd et de gras, quoi, et de sucré. Alors, c'est un bénéfice, hein, on se rend un donut. Mais grâce au glaçage qui était vachement crémeux et au chocolat noir, et que la pâte n'était pas trop sucrée, il a vraiment senti la différence. Donc j'étais agréablement surpris, j'étais content. Et pareil, j'ai fait appel à un pâtissier qui est venu me former chez moi. Ah, cool. Et qui, en fait, m'a appris à faire des glaçages aux fruits. Parce que c'est différent. Et justement, pour les glaçages aux fruits, en fait, mes donuts ont des glaçages aux fruits avec de la purée de fruits. En fait, la purée de fruits, tu vois les compotes de fruits? Ouais. Alors, les compotes, en fait, c'est des fruits écrasés, mais il y a beaucoup de sucre, en fait. Les compotes, c'est plus du sucre que des fruits, tu vois? À l'inverse, les purées de fruits, en fait, c'est un concentré vraiment de fruits écrasés, donc n'importe quel fruit. Et en fait, tu as 99,9% de fruits. Tu sens vraiment le goût du fruit. Et après, avec ça, donc avec ces fruits-là, avec cette purée-là, tu rajoutes un peu de sucre, tu rajoutes un peu de lait ou de contenants qui vont faire en fait que le glaçage va se former. Et c'est-à-dire que j'ai réussi à faire un glaçage cassis où on ressentait pas mal d'acidité et pas mal du goût du fruit avec une légère pointe de sucre. Et c'est vraiment très agréable à manger. Donc le pâtissier m'a formé par rapport à ça. Et donc voilà, maintenant je sais comment faire des glaçages aux fruits. Donc il me reste plus qu'à faire goûter au plus grand nombre de personnes. Et voilà, tout simplement, pour résumer, c'est ça en gros ma proposition de valeur, c'est que c'est des donuts moins sucrés, mais avec beaucoup de goût quand même. Assez léger, voilà, assez moelleux. Et c'est ça qui fera la différence au-delà de plein d'autres choses. Mais au niveau de la pâte, j'étais agréablement surpris parce que je suis pas si loin que ça que des professionnels. C'est-à-dire que le pâtissier professionnel qui m'a formé, entre sa pâte et la mienne, il n'y avait pas énormément de différence. Donc je suis pas très loin. Je m'entraîne encore, mais je suis pas très loin. Et puis au niveau de la pâte, évidemment qu'il y a des ingrédients un peu secrets que je voudrais pas dévoiler, mais je suis content que quand j'ai fait goûter ma pâte, les gens ont repéré l'élément secret et se sont dit oh, t'as mis ça? Et j'ai dit oui, j'ai mis ça. Je fais franchement ça rend bien avec ça, donc je suis content que les gens le remarquent. C'est peu commun, mais ça rajoute ça fait quand même une petite différence. Donc c'est génial. En tout cas, t'as vraiment
vraiment ta valeur ajoutée côté recette. Et ça, c'est vraiment super pour te démarquer, en tout cas. Donc ça, vraiment, vraiment chapeau. Et c'est vrai que tu as plusieurs éléments de différenciation aussi. Donc je pense que tu as tout à y gagner, pardon, avec ce projet-là. Et sinon, ça me fait penser, donc, une question assez essentielle. Comment tu fais pour trouver tes fournisseurs, tout ça? Actuellement, comment ça se passe? Est-ce que, voilà, tu fais tes courses, toi, tout simplement dans les grandes surfaces ou autres, étant donné que tu t'es pas encore lancé officiellement? Ou, voilà, est-ce que tu as déjà réfléchi à toute cette partie fournisseur? Et aussi, ta partie prix de vente, voilà, je pense que c'est des choses intéressantes à aborder. Les fournisseurs et les matières premières, c'est que moi, pour l'instant, avec mes tests, on va dire homemade, hein, Oui. globalement, fait maison avec le peu de moyens et le peu d'équipement que j'avais, c'était des matières premières, forcément des grandes surfaces comme Ouais. Carrefour, etc. Donc pour les œufs, le lait, la farine, enfin tout ça, le beurre, etc. Après, évidemment, à terme, je veux avoir des fournisseurs qui seront des spécialistes dans quasiment chaque matière première, hein. Mm. Par exemple, que ce soit la farine, ça sera des personnes dont c'est le métier, hein, de faire que de la farine. Les œufs, pareil, ça sera des agriculteurs, enfin quelqu'un qui aura une ferme avec pas mal de poules, etc. Donc voilà, les matières premières. Après, ça sera des fournisseurs soit locaux, Mm. soit des fournisseurs locaux qui distribuent généralement directement dans les grandes surfaces d'achat telles que Métro, par exemple. C'est-à-dire que les restaurateurs, ils font ça, hein. Ils prennent des produits, des matières premières vraiment issues de producteurs locaux. Mhm. Et ces producteurs locaux, ils distribuent à des grandes surfaces telles que Métro. Donc au final, ça revient au même que tu passes par comment dire, le fournisseur local Ouais. ou le distributeur, c'est la même chose au final, hein. Mais à terme, c'est ça exactement. Ça sera soit des fournisseurs locaux, soit des distributeurs comme ça. Ouais, c'est sûr qu'au final, au bout du compte, ça revient complètement au même. Et c'est vrai que souvent, on préfère directement aller chez le fournisseur directement pour éviter les transports de matières, etc. Mais oui, après, je suis complètement d'accord, ça revient au même. Et puis, pour le moment, t'en es pas encore là. Donc c'est vrai, t'as le temps de voir tout ça. Et donc, ouais, concernant le prix, donc, du coup, est-ce que tu t'y as déjà songé un peu à ton positionnement et tout ça? Donc c'est-à-dire que euh, quand tu négocies avec un fournisseur, généralement, moi, étant donné que je veux faire du haut volume avec de la faible marge, oui, j'y ai déjà pensé, hein, il y a pas évidemment, j'ai pensé, c'est très important parce que on en revient encore à l'histoire que je t'ai raconté tout à l'heure. La plupart des avis négatifs de mes concurrents sur leur note Google, hein, avec les Mm. étoiles, les avis et les commentaires, c'est trois critères. C'est trop gras, trop sucré, donc celui dont on a parlé tout à l'heure. Trop de queue. Je suis venu de Marseille, j'ai fait 5 heures. Je suis venu, il n'y en avait plus, quoi. Ouais. Donc ça, c'est voilà, forcément. Et le troisième critère, c'était le prix. Pourquoi le prix? Parce que certains de mes concurrents, alors chacun a sa politique de prix, mais je trouve que c'est quand même abusé pour certains. C'est-à-dire qu'un de mes concurrents, je ne vais pas le citer parce que je veux pas, Ouais. voilà, mais un de mes concurrents, sous prétexte que la boutique est localisée à Paris, que le chef est américain, que les recettes sont 100% américaines, vend son donut le moins cher à l'unité 5 euros. 5 euros, je m'achète un kebab. Non mais C'est vrai. faut être clair, honnêtement, c'est 5 euros. Je veux bien comprendre qu'il y a le local. J'ai fait j'ai fait mes estimations de calcul, donc je sais quel est le prix de vente et quel est le coût de revient. Mm. Et 5 euros, c'est une très très grosse marge. Ouais. C'est limite des pâtisseries de luxe, quoi. Moi, c'est ce que je veux m'en éloigner. Je veux m'en éloigner en fait. Mm. Je veux euh, donc la prévision que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai acheté des produits à Carrefour, etc., j'ai calculé de sorte à ce que je rajoute 30% de ce prix en plus. D'accord. Non, pardon, en moins. Je vais avoir besoin de énormément de quantité Mm. de matières premières. Et ça, c'est un argument que tu peux
faire valoir auprès des fournisseurs en leur disant: «Regardez, tous les mois, je vous commande tant de kilos de farine, tant d'œufs, etc. S'il vous plaît, faites-moi un prix avec une remise assez élevée, quoi.» Ouais, bien sûr. Donc, c'est des tarifs préférentiels que tu négocies. Et donc, moi, ça sera mon principal argument, hein, c'est de commander en très gros volume. Ce sera toujours Et moins cher qu'à Carrefour, Géant, grande surface, etc. ça sera beaucoup moins cher qu'à Carrefour et Géant. Parce que quand tu as ton propre fournisseur avec qui tu entretiens des vraies relations, évidemment que tu peux avoir un prix assez Ouais. bas. Donc j'ai fait mon estimation par rapport à ça, donc 30% moins cher que les grandes surfaces environ. Et ça se calcule assez facilement, hein. Je veux dire, pour donner un exemple, à Carrefour, un sac de 1 kilo de farine, c'est 1 € et quelques. Tu passes par un fournisseur, tu peux payer 20 kilos de farine à 7 euros, quoi. Tu vois la différence? Ouais. Donc, donc la différence est là. Et encore, hein, c'était un prix même pas encore négocié. Donc Oui. voilà. Les fournisseurs, ça sera, enfin, le prix que j'ai estimé, c'est comme ça. Et au niveau des prix que je veux atteindre pour mes donuts, c'est les mêmes prix que tu retrouves souvent aux États-Unis. Ok. C'est-à-dire que aux États-Unis, il faut savoir que c'est un tarif dégressif. Plus tu t'achètes de donuts, moins c'est cher. Ouais. Moins le donut revient cher à l'unité, en fait. C'est-à-dire que eux, par exemple, le donut à l'unité, il est à 1 $, 1,50 $. Mais par contre, si tu prends une boîte de 12, ça te revient à 10 $. Donc moi, avec la conversion avec l'euro, avec voilà, tous les petits détails comme ça à côté, mais voilà, globalement, c'est ce que moi j'aimerais atteindre parce que j'estime que c'est important que je sois transparent avec mes clients au niveau de la marge que je fais, au niveau de ce que je gagne. Et tout simplement, c'est aussi important pour moi parce que au travail, quand quelqu'un apporte un grand sac de croissants pour partager avec tout le monde, il y a rien de mieux finalement. Ah bah clair, c'est Et clair. je veux que ça soit possible avec les donuts. Donc que ce soit les étudiants, qui est ma cible cœur, que ce soit les jeunes cadres dynamiques qui vont apporter ça au travail. Je veux que ça puisse être abordable, de bonne qualité, fait maison. Et voilà, c'est pour ça que je travaille énormément sur ça, donc sur le pricing. Et voilà, tout simplement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et en plus c'est vrai, en plus de ça, vu que ta cible c'est quand même des étudiants, on n'est pas tous riches. Je pense que mettre 5 € dans un donut, voilà, ça va 2 minutes, mais c'est clair que si t'as des prix, un positionnement plus, voilà, plus faible en tout cas, ça sera beaucoup plus adapté à ta cible complètement. Et ça c'est sûr que t'augmenteras tes ventes, tes ventes, etc. Donc c'est tout à ton avantage de baisser les prix un petit peu, tout en te faisant de la marge bien évidemment, mais c'est vrai que ça c'est le mieux. Et je me demandais, toi, par rapport à ta boutique, comment ça se passe, peut-être sur le court, sur le long terme, pour vendre. Est-ce que tu comptes faire de la vente uniquement à emporter ou alors les gens pourront déguster tes donuts sur place? Comment ça va se passer ce côté-là aussi? Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est que ma boutique sera. Enfin, alors, je vais d'abord commencer par quand je vais pas avoir ma boutique. Quand je vais avoir quand je vais être en atelier, en fait, que je vais louer le local, le labo de cuisine pour produire. Donc, en fait, une fois que j'aurai fini mes tests et que j'aurai gagné en notoriété et que j'aurai validé ma carte à mes recettes, avant de lancer ma boutique, je vais quand même rester quelques mois en dark kitchen, en labo de cuisine que je vais louer. Et là, je vais distribuer moi, donc livrer avec mon moyen de transport, ma camionnette, aux entreprises, aux écoles à côté du labo. Et il y aura aussi une possibilité que les entreprises à côté ou les écoles à côté puissent venir faire du click and collect. Donc ça, c'est quand j'aurai pas encore ma boutique. Une fois que j'aurai ma boutique, alors comme j'ai dit, voilà, j'essaie de réduire le coût des donuts au maximum. Donc ma boutique ne sera pas, sera assez petite. Et dans ma boutique, il y aura que du click and collect et on pourra pas venir s'installer dans la boutique. Donc ça sera que emporté, mais j'aurai aussi les livraisons sur les différentes applications telles que Uber Eats, etc. Donc voilà, c'est ça en gros.
Ah ouais, c'est vraiment génial et c'est vrai que c'est un bon début pour commencer Click and Collect. Et puis j'imagine trop les étudiants entre deux cours pendant la pause, vite aller chercher un petit donut vers 10h ou vers 16h ou peu importe. Mais je trouve que c'est vraiment sympa le côté Click and Collect en tout cas. Et puis ouais, et puis pourquoi pas après par la suite vraiment ouvrir quelque chose de plus grand et avoir un petit endroit pour se poser tranquillement. Donc non, franchement, c'est vraiment top. Et là, je viens de penser, il y a une petite question qui m'est venue. Comment t'as élaboré ta charte graphique? Qu'est-ce qui t'a, je sais pas, inspiré? Comment tu l'as fait? Est-ce que c'est toi qui l'as créé toute seule? Ou voilà, comment t'as réalisé tout ce côté-là de charte graphique? Alors, non, on a eu énormément de chance à l'ESAM, hein. On a eu un partenariat pardon, avec Team Créatif, Mhm. donc qui est une agence indépendante et freestyle, mais une très grande agence niveau mondial française, hein. Et en fait, on a eu chaque élève un designer attitré Ah, cool. pendant 15 heures gratuitement. Ah ouais. Donc on a pu échanger, j'ai pu dire ce que je souhaitais avoir au designer qui m'a très bien compris, qui a trouvé que c'était des bonnes idées, que j'étais intéressé, parce que en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir une idée, mais en fait, dans le design, il y a des codes Mm. pour que ce soit visuel et compréhensible par le plus grand nombre. C'est-à-dire que tu peux pas faire non plus n'importe quoi. Ouais. Donc le mien, c'est très simple. C'est le fond est jaune clair Mhm. avec un chat qui a un donut dans la bouche et qui fait un clin d'œil. Et, au- et autour du rond, donc du donut, il y a marqué Kimo Donut. Voilà, Ouais. tout simplement. C'est bien. Et pourquoi le chat? Parce que j'aime bien les mascottes. Et en Asie, on aime beaucoup les mascottes. C'est très répandu dans les marques, enfin voilà, pour les marques, c'est très répandu. Puis moi, je trouvais ça mignon et ça reflète un peu mon surnom qui sonne aussi mignon et qui sonne assez japonais, donc la culture dans laquelle je suis très intéressé. Et au-delà de ça, voilà, le chat, par son dynamisme, par son clin d'œil, par son côté joyeux, bah, transmet justement ce côté dynamique, ce côté partage, ce côté, voilà, les valeurs que je veux transmettre au travers de mes donuts, donc la joie, le partage et le dynamisme, tu vois. Ouais, complètement. Pareil pour les logos, donc le jaune que j'ai choisi et le rose que j'ai choisi, c'est des codes couleurs que j'ai choisis en fonction des codes couleurs qu'il y a dans le design. Voilà. Dernier critère dont on avait parlé, c'était les clients qui attendent trop souvent. Oui. Ma boutique aura un nombre de donuts défini par jour. C'est-à-dire que par exemple, je dirais aujourd'hui, il y a 500 donuts qui sont disponibles. Donc il y aura une machine qui va compter à l'intérieur et à l'extérieur et ça Ok. sera organisé avec des serpentins. Comme ça, si la personne voit qu'il y a une grande queue et voit le panneau plus que 10 donuts restants, bah, à ce Ouais. moment-là, bon, bah, je vais pas attendre pour rien, je reviens demain matin un peu plus tôt et je l'aurai. Comme ça limite la frustration Ouais. des clients qui ne sont pas satisfaits ou qui doivent attendre trop longtemps pour en avoir un. Et en même temps, tu les informes. C'est de la transparence, Mm. c'est de l'information. Et puis, tu limites les gâchis aussi. Eh oui, 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 bien sûr. Voilà. Donc, j'ai pensé à ce système-là pour cela, pour pallier à ce problème-là. Et puis, évidemment, euh, enfin, tu n'es pas censé savoir, peut-être que tu ne le sais pas, mais dans ce cas-là, je te le dis. Dans les boulangeries, dans les pâtisseries, on ne vend que les pâtisseries qui sont produites le jour même. Ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de boulangeries ou de boutiques de pâtisserie qui gâchent et qui jettent. Mm. C'est pas le cas. C'est vrai. Moi, c'est pas le cas, Exactement. c'est-à-dire que ce qui restera, ça ne sera même pas Too Good To Go Ouais. ou les applications comme ça. Je donnerai à des personnes sans domicile fixe, en fait. Tout Ah ouais. simplement. Ouais, vraiment dans la démarche jusqu'au bout. Oui, parce que Ouais. j'estime que quelqu'un qui a les moyens d'acheter Too Good To Go, enfin, et vu que mes données ne sont pas très chères, Ah ils oui. pourront venir les acheter. Les personnes qui n'ont rien, vraiment rien, qui n'ont aucun revenu, c'est elles qu'il faut privilégier. Moi, quand je vendrai, enfin, quand il y aura les invendus et qu'il restera des donuts dans la journée, bah, j'irai faire un petit tour, c'est pas compliqué, j'irai dans la rue et puis Ouais, c'est je clair. donnerai le reste. Donc, non, non. Ouais, Ouais, ça, c'est super. Ouais, c'est vraiment un beau projet que tu tiens en tout cas. merci. Ah, ça c'est excellent en tout cas que tu aies pu avoir ce partenaire-là qui a fait ta charte graphique. C'est vraiment, vraiment un avantage super parce qu'au final, bah, t'as déjà ça en poche et t'as pas à y penser et à le faire toi-même. Donc c'est vraiment cool.
En plus, moi, ton logo, je le trouve vraiment super. Je trouve qu'il colle énormément au domaine des donuts. En fait, je trouve que ça le représente totalement. Et quand on voit ton logo, on pense de suite à ça. Et enfin, c'est tout joué pour toi, si c'est le cas en tout cas. Donc, enfin, vu que c'est le cas, pardon. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc, si je résume un peu les étapes clés qui t'ont permis de te lancer, donc tu as eu beaucoup de tests de recettes, des étapes de dégustation, la création du site web, tu as fait aussi une page Instagram, trouver ta dark kitchen. Et après, est-ce que peut-être qu'il y a des petites étapes que j'ai oubliées, des trucs importants voilà, pour les étudiants enfin, pardon, même les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine-là? Non, c'est globalement ça, hein. Au tout début, c'était chercher le nom, Ouais, bien faire sûr. le statut juridique, enfin, toutes ces choses-là qui sont au final pas très intéressantes parce que c'est que de la paperasse, hein. Après, voilà. Mais après, il y a eu mon projet où effectivement, là, je suis rentré ouais, je suis rentré vraiment dans le sujet, vraiment dans le cœur du sujet. Donc, c'est-à-dire m'entraîner, faire des donuts, m'entraîner encore, faire goûter. Et puis Ouais. après, bah, la dernière phase qui est arrivée bah, assez récemment, c'est le logo, la communication, la page Instagram, le site web, etc. Que j'alimente pas trop, mais que je devrais alimenter un peu plus d'ailleurs. Mais c'est prévu dans les futurs mois et semaines qui vont venir parce que je vais avoir beaucoup d'activités. Là, effectivement, avec le contexte actuel, avec le couvre-feu, la limitation de kilomètres, etc., etc., voilà, le projet a été stoppé pendant quelques mois forcément. Ouais, bien sûr. Mais voilà, mes réseaux vont être d'autant plus actualisés et avec du contenu parce que bah, effectivement, je vais faire les jeux concours, je vais partager comment je fais Super. mes donuts, mes recettes, etc. D'ailleurs, sur mon site web, il y a une recette qui montre comment faire des donuts, etc. à maison. Cool. Voilà. Ah bah c'est vraiment génial en tout cas et donc là prochaines étapes là ce qui va suivre donc ça va être louer ta dark kitchen c'est ça? Exactement. Ouais. Une fois que j'aurai passé ma formation donc d'hygiène qui est cette semaine, donc le jeudi et le vendredi, Ok. moi je vais chercher et louer mon incubateur, donc par exemple les camionneuses qui vont me prêter leur cuisine et puis je vais faire les ateliers, donc je vais organiser un jeu concours Ouais. où je vais faire gagner 3 jours de dégustation gratuit. Oh cool. En fait, chaque jour, enfin, ça sera 3 fois par semaine et chaque jour aura un donut, voilà. Trop bien. Donc le lundi, ça sera asiatique, le jeudi africain, le vendredi chocolat, mais avec un élément surprise, donc Mhm. qui vient appuyer et apporter une touche créative au chocolat, par exemple, tu vois. Ouais. Donc ça, je vais faire un jeu concours comme ça pendant quelques semaines pour qu'un maximum de personnes puissent tenter de gagner cette récompense. Et puis voilà, après, je vais avoir le plaisir avec la fin des limitations des kilomètres, du couvre-feu, etc., de rencontrer des personnes IRL, Oui, oui. toujours avec les gestes barrières et la distanciation, mais voilà, les ateliers, il y aura 10-15 personnes, ça me fera plaisir d'échanger avec des personnes et de leur faire goûter en vrai. Ouais, trop bien. C'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines et prochains. Et donc, sinon, est-ce que t'as une date en tête de sortie officielle de Kimo Donuts ou pas du tout? Alors, j'ai pas de date officielle parce que finalement c'est du prévisionnel. J'espère en tout cas fin 2021 ou début 2022 parce Ouais. que euh, tu peux pas te lancer dans une boutique directement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu t'habitues à produire en masse. Donc, d'où le fait que je vais louer une dark kitchen après les jeux concours. Et il faut que ta marque soit aussi un minimum connue parce que si tu ouvres une boutique et que ta marque n'est pas connue, bah tu peux pas. Ouais, 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 bien sûr. Faut d'abord un peu exister auparavant. Donc c'est pour ça que ma boutique ce sera plutôt fin 2021 ou début d'année 2022. C'est super en tout cas. Et Merci. par la suite, t'imagines un peu t'implanter ailleurs ou vraiment focaliser sur la région parisienne? Non, bah, dans un premier temps, c'est la région parisienne en premier. Oui. Après, ça sera bah, la France, j'espère, dans différents Viens dans le sud. départements
et dans différentes régions. Bah, j'espère, hein, ça serait bien parce que moi je vais faire une franchise, Ah, cool. voilà, je l'ai pas dit au début, ça c'est important de le dire, euh, mais c'est un but à terme. Je veux vraiment ouvrir le plus de boutiques possible, parce que malheureusement dans les boulangeries t'as que un donut au sucre et au chocolat. C'est vrai. Et souvent ils sont pas très bons. Souvent ils sont pas très bons. Donc j'aimerais bien faire le maximum de boutiques possible, sachant que tout à l'heure on parlait d'employer quelqu'un. Oui. Euh, Moi je serai toujours à la préparation, D'accord. mais les personnes qui vendront les donuts dans ma boutique seront des personnes sans domicile fixe Ah, super. que j'aurais recruté et formé auparavant. Voilà. Ah, c'est un beau projet, ça aussi, ouais. Et voilà, bah, merci. Mais en tout cas, cette envie-là, en fait, elle est née du fait que les personnes sans domicile fixe, au-delà de ne pas avoir à manger et à boire régulièrement, ont un manque de contact social, en fait. Ouais. Et nous, les boutiques de donuts, on est les premiers visages et les premiers échanges sociaux que les clients ont avant d'aller au boulot ou à l'école. Et donc, bah, ces personnes-là, je me suis dit que leur offrir un travail, changer leur vie de manière financière, mais aussi sociale, c'était comme leur offrir une double vie finalement. Ouais, mais totalement. Alors, à ma petite échelle, c'est ce que je souhaite faire. Et voilà, comme ça, il n'y a pas d'excuses. Tout le monde peut le faire. Ouais. Souvent, on se donne des excuses, mais non, tout le monde peut le faire. Si moi, j'ai une petite boîte, j'ai une petite boutique, je change la vie d'une personne, c'est déjà énorme. Changer la vie d'une personne. Et donc, c'est ce que je souhaite faire. Et je me dis que cette bonne action-là ne peut être que bénéfique, parce que qui de mieux et qui de plus qualifié qu'une personne sans domicile fixe pour échanger avec des clients le matin ou même l'après-midi. C'est-à-dire que ces personnes-là ont tellement eu peu d'échanges sociaux et de contacts sociaux que ce seront les personnes les plus agréables et les plus compréhensives quand elles seront en tant que vendeurs. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je prévois de faire ça. Bon, écoute, c'est super tout ça, et je pense qu'on peut passer au petit moment conseil. Donc si t'en as, c'est avec plaisir qu'on t'écouterait. Donc voilà, c'est ton petit moment de gloire. Moment de gloire. Ça m'importe peu d'être connu. En fait, il n'y a pas vraiment... L'entrepreneuriat, quelque part, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire que même là, à l'ESAM, on apprend des choses, mais tu ne peux pas tout apprendre pour l'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, c'est toi et tes envies et ce que tu découvres dans la vie. Typiquement, si jamais j'avais pas essayé sur Internet de déposer mes recettes, j'aurais jamais su que les recettes ne peuvent pas être déposées. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, c'est l'aventure que tu vis qui te fait apprendre l'entrepreneuriat. Mais ce que je conseillerais aux futurs entrepreneurs ou ceux qui hésitent à se lancer, en fait, il faut pas hésiter. C'est-à-dire que longtemps, quand on est jeune, souvent une année sabbatique c'est très mal vu en France. Souvent on se dit, ah, mes parents ils veulent que je fasse ça, donc je peux pas faire ça, il faut que je suive un chemin qu'on m'a prédit. Non, c'est-à-dire que si vous avez une envie qui est vraiment enfuie au fond de vous et vous voulez vraiment la suivre et vous y pensez tout le temps quand vous êtes au travail, votre travail il vous ennuie, vous prenez pas de plaisir, faites-le. Au pire, par exemple, je prends mon exemple, au pire ma boutique ne marche pas, et bien j'aurais perdu un peu d'argent, mais je revends mon local, je revends mes machines, j'aurais perdu un peu d'argent, mais au moins j'aurais vécu une aventure, j'aurais fait mon truc, j'aurais laissé une trace sur terre, j'aurais donné un emploi à quelqu'un. Et en fait, c'est-à-dire que il faut pas s'imaginer que l'entrepreneuriat, mon business ne marche pas, j'ai perdu 120 000 euros, j'ai perdu une fortune et beaucoup de temps. Non, en fait, finalement, pour les petits projets, en tout cas comme le mien par exemple, on perd relativement assez peu. Et alors en temps, oui, mais ce sera une belle aventure. Donc la peur d'échouer, elle est naturelle, mais il faut pas la dramatiser. En entrepreneuriat, sauf si c'est un projet où on a levé 10 millions d'euros de fonds, oui, là d'ailleurs c'est important. Mais pour la plupart des projets qu'on peut mener seul ou avec quelques membres, où on investit relativement peu au final, voilà, c'est pas la mort. Donc c'est pas une excuse. Et voilà, si vraiment les personnes ont des envies qui sont enfuies au fond d'eux, qui ont vraiment envie de les suivre,
eh ben faut pas hésiter parce que on peut reprendre une vie de salarié par la suite, il n'y a pas de problème. C'est clair. Si jamais ça marche pas, évidemment, j'entends. Mais arrêter de se prendre la tête un peu. Ouais, non mais clairement c'est ça. Ouais, après ça sera beaucoup de travail, c'est dur, hein, faut pas se mentir, c'est aussi dur, c'est comme je l'ai dit, hein, moi déjà rien que pour le début j'ai dû au moins recommencer ma recette 15 fois, donc c'est dur, mais c'est comme ça, et puis c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose que vous faites de A à Z, vous faites les choix qui vous semblent cohérents. Voilà, je suis même pas forcément quelqu'un de base qui a du mal avec les ordres ou quoi, hein. Mais j'aime bien faire des choses qui me semblent logiques et cohérentes. Et ça, bah, quand on est en entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait parce qu'on fait ce qu'on estime juste. Donc c'est vraiment un plaisir qui est vraiment très 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 plaisant à avoir. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des projets, mettez-vous à fond sur ces projets. Et puis si ça marche pas, bah tant pis, ça aurait été une belle expérience. Et puis après, bah, vous pouvez reprendre une vie salariée tranquille, y a pas de souci. Faut pas hésiter en tout cas, vraiment. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Clément de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description comme d'habitude ainsi que le lien vers sa page Instagram. Et si vous avez des questions, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou alors avoir des conseils en SEO ou en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence Sur Place à Emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Merci et à très vite pour le prochain épisode.